Arnaud, on se connaît, il y en a quelques-uns qui connaissent Arnaud, d'autres non. Donc Arnaud est un ami de plus de 30 ans. Arnaud a un parcours d'abord en entreprise. Il a d'abord un parcours académique puisqu'il est docteur en sciences économiques. Il a ensuite un parcours pendant 15 ans en entreprise. Donc il a vu de l'intérieur ce que c'était que les grandeurs et misères du management. Et ensuite, il a décidé de revenir sur un parcours académique et il est devenu professeur des universités à Cambridge Business School. Et il intervient autant dans les programmes initiaux, donc de formation initiale, que sur les formations d'executive education. De notre temps, on appelait ça formation continue. Maintenant, c'est plus riche de dire executive education. Et là, on a plein de points communs. Il est entre autres certifié Belbin, comme vous tous. Donc, il a vu ça. Et ce qu'on voulait d'abord aborder, parce que finalement, sur la question de comment faire travailler ensemble des générations différentes, l'enjeu central, c'était peut-être de reposer une question qui est fondamentale et qui devient peut-être impertinente à force d'avoir été mâchée, mais souvent mal mâchée. C'est la question qui revient tout le temps en fait, c'est quoi la complexité? On parle tout le temps d'un monde qui est de plus en plus complexe et d'un monde managérial qui est de plus en plus complexe. Et donc, ce qu'on voulait vous proposer, c'est déjà de commencer là-dessus. Donc, Arnaud, si tu veux bien, je t'en prie. Je veux bien. Merci beaucoup Bertrand de cette introduction. Je suis ravi de retrouver les membres de la communauté Belbin, communauté à laquelle je suis attaché en effet. Alors pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est que la complexité? Quand c'est le bazar. Voilà. Il y a plein de jolis mots qu'on utilise dans les conférences, très marketés, la disruption, la complexité, etc. En fait, c'est juste le bazar. Pourquoi? Parce que on passe d'un état du monde qui était simple à un état du monde qui devient extrêmement difficile à lire. La complexité dont on parle ici, c'est le fait que nous avons à gérer un certain nombre de paramètres qui se croisent, qui s'entrecroisent, qui se mêlent et qui se contredisent. Pour faire simple, je vais prendre une image que j'emprunte à Hervé Siriex. Ce qui est compliqué, si on fait si on transpose la complication à la complexité, ce qui est compliqué, c'est de construire un Airbus ou un meuble Ikea, ça marche très bien. C'est-à-dire que c'est pas simple, c'est même difficile. Le compliqué, c'est le contraire de simple. Mais enfin, la pensée modélisée a permis de découper les étapes pour arriver d'un point premier à un point dernier. Et si on suit bien le modèle de simplification du réel, on va s'en sortir. Ça, c'est la gestion de la complication grâce à des modèles de simplification. La complexité, c'est reproduire à l'identique un plat de spaghetti bolo. Parce que là, il n'y a pas de modèle de simplification par étape, étant donné qu'on ne peut pas reproduire à l'identique, mécaniquement, la manière dont les pâtes vont se croiser, la manière dont la sauce va se répartir sur le plat, les boulettes vont tomber, etc. Autrement dit, la complexité ne se duplique pas, ne s'appréhende pas par la modélisation. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir et on retrouve là l'étymologie même des deux mots. Compliqué, complicare, c'est plier ensemble. Donc, c'est un acte physique de réduction. Complexité, cum plectare, c'est entremêler, tisser ensemble. Autrement dit, la complexité, c'est l'inextricable, c'est l'entremêlement. Et une expression très célèbre de gestion de la complication, c'est il faut tirer le fil de la pelote. Si vous faites ça en complexité, vous cassez le fil. C'est, je pense, une assez bonne image pour passer de l'un à l'autre. Alors, ce passage de la complication à la complexité, notamment dans le management, même si c'est très dur à admettre, mais pourtant c'est un prof de management qui vous le dit, ce passage de la complication à la complexité condamne l'efficacité immédiate des modèles de management. On ne peut plus penser qu'un modèle de management est une solution rapide. Ça ne peut être au mieux qu'un élément de pensée, un élément d'orientation de sa propre réflexion, parce qu'on gère la complexité par l'ajustement des systèmes.
Donc, il va falloir faire avec. Il va falloir s'ajuster au réel en s'inspirant, bien sûr, de tout un tas de pensées, de concepts, de théories, de modèles, bien sûr, mais en leur faisant une confiance toute relative dans leur capacité à solutionner la complexité qu'on doit gérer. Alors, juste pour finir, c'est pas neuf en fait, hein. Toutes les évolutions mettent du temps. La première complexité qui a été rendue assez publique, c'est dans les années 90, quand le US Army War College, qui est une école militaire américaine, propose ce fameux acronyme VUCA pour décrire un monde volatile, incertain, complexe et ambigu. Alors, l'origine de cette recherche, c'était pour préparer les Marines à sauter et à atterrir dans un univers qui n'était pas modélisable. C'est le bazar. Et donc, on leur apprenait à gérer le bazar et à s'adapter au bazar plutôt qu'à déployer des modèles pensés ex ante l'opération. Alors déjà, vous voyez, ça bouge un peu quand on nous dit que le monde il est volatile, ça change tout le temps, c'est incertain, on ne peut pas avoir de certitude de moyen ou de long terme, il est complexe, donc complètement imbriqué, et en plus il est ambigu, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas tout. Bon, c'était un peu déstructurant par rapport à une pensée de la modernité très rationnelle et très modélisée. Mais depuis, on est allé encore un peu plus loin, puisque depuis une quinzaine d'années, après la proposition d'un prospectiviste américain qui s'appelle James Gassio, dans les années 2010, on est passé à un monde banni, c'est-à-dire brittle, anxiogène, non linéaire et incompréhensible. Vous voyez, c'est la fête. C'est-à-dire que le monde n'est plus seulement volatile, pardon, il est devenu fragile au sens de non rigide. Et on retrouve là tout un tas de penseurs, hein, par exemple Zygmunt Bauman avec la vie liquide, ou d'autres pensées de l'organisation en entreprise, telles que l'holacratie, les entreprises agiles, les entreprises polymorphiques, etc. Donc on a cette idée que le monde est devenu totalement fragile au sens de non rigide. Deuxièmement, il est angoissant. Il est plus seulement certain, il est devenu angoissant. Et il est vrai que, en tout cas, moi je le ressens très fortement chez mes étudiants, il est vrai qu'on a une génération, en tout cas en France et en Occident, qui est assez angoissée par rapport au futur. Et on a de l'éco-anxiété, on a de la parentalité anxiété, enfin le monde de demain fait vraiment peur. L'incertitude s'est transformée en angoisse. Et notre monde banni, il est non linéaire, c'est-à-dire qu'il est sans arrêt en train de fluctuer, ce qui produit une sorte d'incompréhension globale. Nous sommes rentrés dans l'ère de la complexité, dans le monde de l'incohérence. Et il faut apprendre à vivre l'incohérence plutôt que de mettre de l'énergie à rendre des choses cohérentes alors qu'elles ne le sont pas par nature. Et je passe mon temps, moi, je vais dire formation continue, Bertrand, hein, je passe mon temps en formation continue à dire aux managers qui ont été formés avec des mindsets de l'ancien monde, arrêtez de vouloir mettre de la cohérence là où il n'y en a pas. Vous n'êtes pas les grands prophètes de la cohérence et vous allez vous épuiser. Et d'une certaine manière, cette tentation de la mise en cohérence permanente traduit aussi une peur propre de renoncement à son propre modèle. C'est-à-dire que plutôt que d'accepter de lâcher mes repères dans un modèle de pensée de gestion de la complication qui ne marche plus, je vais tenter d'imposer ce modèle obsolète. Donc je vais lutter contre l'incohérence plutôt que de l'embrasser. Donc, d'un monde VUCA à un monde banni, ça fait maintenant à peu près 35 ans que les observateurs disent que nous sommes passés de la complication à de la complexité. Et c'est le problème du management aujourd'hui, de savoir switcher d'un modèle qui est beaucoup moins performatif dans sa capacité à nous enseigner à diriger les équipes, à un modèle qui est très fluctuant, très, comment on pourrait dire, très souple, très agile, d'adaptation aux équipes.
Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples justement concrètement sur comment ça va venir s'opposer, hein, cette complexité et cette Alors, complication? oui, je vais donner des exemples, mais peut-être qu'avant, je vais rappeler, parce que je ne l'ai pas fait, d'où ça vient. Ça, c'est le constat des observateurs des sociétés, mais en fond, il y a autre chose. En fond, il y a au moins dans les sociétés occidentales, et de plus en plus, je pense, à l'échelle mondiale, il y a un déplacement un peu sourd et souterrain des systèmes de valeurs qui structurent notamment le rapport au travail. Je veux dire par là que euh, pendant très, très longtemps, la société occidentale a été fondée sur un système de valeurs où un individu rationnel et utilitariste travaillait pour construire l'avenir. Je schématise. Mais ce système de valeurs était puissamment structurant de ce qu'on appelait l'époque moderne, c'est-à-dire en gros de la post-Renaissance jusqu'à la fin des années 70. Ce système de valeurs très structurant était très efficace parce qu'il réunissait les individus dans une unicité de modèles. Et le phénomène générationnel, par exemple, s'appliquait évidemment, hein. Quand on était né en 1850 ou en 1950, on n'avait pas forcément le rapport au monde identique, à l'information, etc. Mais sur le socle des valeurs centrales de représentation du travail, c'était la même chose. Et ce système de valeurs-là, c'est pas effondré, il n'a pas disparu, mais il a reculé dans sa capacité interprétative. Ce que Lyotard appelle par exemple les grands schémas narratifs, les grands récits narratifs de l'époque. Et à la place d'un individu rationnel et utilitariste qui travaille pour son avenir, on voit émerger un nouvel acteur social qu'on pourrait appeler une personne communautaire qui revendique le droit à l'émotion en complément de sa rationalité, qui revendique le droit à l'inutile apparent qu'on peut appeler le bien-être, y compris au travail, qui est vécu beaucoup plus comme une option créative que comme un impératif catégorique, au service d'un projet qui démarre immédiatement. Donc de l'individu à identité unique, on passe à la personne à identité multiple et complexité émotionnelle. De l'utilitarisme, on passe au bien-être. Du rationalisme, on parle à l'augmentation émotionnelle, au réenchantement du monde. Du travail comme impératif catégorique, on passe à un travail comme option créative. Le travail fait partie d'une œuvre de vie globale, c'est une option que j'ai parmi d'autres. Et d'un temps de référence qui est demain, on passe à un temps de référence qui est tout de suite. Donc forcément, ça bouscule parce qu'aujourd'hui, la situation, c'est que dans les entreprises, vous avez, si on prend statistiquement sur les derniers chiffres de l'INSEE, vous avez à peu près enfin pas à peu près, mais 4 générations qui travaillent, mais avec 2 systèmes de pensée différents. Donc forcément, ça complexifie les choses. En modèle de complication, vous avez 4 générations avec un seul système. En modèle de complexité, vous avez 4 générations avec 2 systèmes. Et évidemment, comme on ne peut pas simplifier à l'excès l'humain, puisque le problème du management, c'est ce que Uber arrive à appeler le PFH. Vous connaissez peut-être le PFH, le putain de facteur humain. C'est-à-dire qu'en management, on gère de l'humain. Et l'humain, c'est de la complexité. Donc, vous pouvez très bien avoir 20 ans et être totalement à l'aise avec les valeurs de la modernité. Moi, j'ai encore des étudiants, évidemment, qui veulent réussir dans des grands cabinets de conseil, qui veulent avoir tous les attributs extérieurs d'une réussite professionnelle, etc. Et vous pouvez très bien avoir 65 ou 70 ans et être totalement à l'aise avec les valeurs dites postmodernes. Donc, ce ne sont pas des modèles qui fonctionnent, ce sont des modèles qui éclairent. Alors, pour donner des exemples simples, Bertrand, moi je suis tout simplement régulièrement saisi, au titre de l'école évidemment, par souvent des grandes entreprises qui viennent nous voir en disant on ne s'en sort pas avec le management des jeunes générations. Il faut absolument nous aider à mettre en place une culture du management intergénérationnel. Et donc, on monte des formations où on hybride la formation initiale et la formation continue pour permettre tout simplement la rencontre. C'est-à-dire que chacun dépose ses modèles a priori pour se coller à la
réalité. Et donc accepter de voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on a l'habitude de les imaginer. Donc c'est un vrai sujet en entreprise qui se cristallise hein, sur quelques éléments simples, la ponctualité, le dress code, le souci de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, le refus ou la défiance vis-à-vis d'une certaine hiérarchie, la revendication du travail flexible, etc. Bref, et d'une manière générale, le recul de l'importance du travail en tant que valeur structurante, pas en tant que capacité de travail. Attention, hein. D'une certaine manière, moi qui observe beaucoup les jeunes générations, je trouve qu'ils ont une capacité de travail qui me semble supérieure à celle que moi j'avais en tout cas à leur âge. Ça va plus vite, il y a beaucoup plus d'intelligence collective, il y a une capacité à aller très vite chercher l'information où elle est, etc. Donc, sur la capacité de travail, sur l'implication au travail, je pense qu'on a des générations nouvelles qui sont extrêmement puissantes. Mais il faut leur demander gentiment. C'est-à-dire qu'il faut leur donner le sens du travail. Il faut activer la valeur travail, alors qu'en modernité, elle était par principe toujours activée. Stop, super, merci pour cet éclairage. Vous avez des questions à ce stade-là ou pas encore, ou on enchaîne? Alors, on a vu les exemples, on voit les impacts sur les générations. Toi, dans ta pratique autant d'observateur et de recherche et de praticien, en quoi Belbin te semble être une réponse à cette complexité humaine et finalement à cette redécouverte qui, pendant 100 ans, était un peu oubliée parce qu'on avait le taylorisme et on tournait des boulons, c'était un peu les temps modernes de Chaplin. Finalement, il y avait une réponse simple pour des solutions compliquées. Là, on redécouvre qu'en fait, l'humain, c'est de la complexité. Et en quoi Belbin, justement, vient faire écho à ça? Alors, pour moi Belbin, alors, qui a été une découverte, hein, je ne connaissais pas avant de faire la certification. Depuis, j'ai lu les travaux de Meredith Belbin qui sont très, très éclairants, notamment sur le leadership. Et, en fait, l'intérêt de cette méthode, c'est précisément la capacité à avoir un diagnostic éclairé. Je veux dire par là qu'il faut bien comprendre que le management dont nous avons hérité, et celui qui est encore en place hein, dans la plupart des entreprises, est un management qui a deux biais majeurs. Le premier biais, et il est extrêmement puissant, c'est qu'on a longtemps considéré que le management était un passage obligatoire pour une carrière réussie. Autrement dit, dans les entreprises, et surtout européennes, on ne peut pas faire carrière sur l'expertise. Il faut à un moment donné se dérouter de sa propre expertise pour devenir le manager des experts. Autrement dit, si je prends un exemple simple, vous êtes un excellent comptable, vous adorez votre métier, vous rêvez d'être comptable toute votre vie, mais si vous voulez progresser dans l'entreprise, si vous voulez gagner en responsabilité et puis en rémunération et en strate managériale, vous ne pouvez pas rester comptable. Rien n'est organisé pour vous faire évoluer sur la base de l'exercice de votre expertise. Donc, vous devez devenir manager des comptables, puis DAF, et puis peut-être un jour DG. Autrement dit, le premier biais du management, c'est d'inciter par principe, de manière organisationnelle, des experts à devenir des managers. Alors pourquoi c'est un biais? Parce que tout simplement, ils n'ont peut-être pas envie, peut-être pas d'appétence pour le management, qui est surtout dans un système complexe, à la fois faire du social, à la fois être dans l'écoute, à la fois faire preuve d'une vraie humanité, bref, avoir des postures comportementales en écho à des savoir-faire techniques de management. Donc ça, c'est le premier biais. La modernité a conduit souvent au management des gens qui n'y seraient peut-être pas allés tout seuls et qui, par conséquent, arrivent sur les fonctions avec peu d'appétence et, de par ce fait, ont du mal à développer des vraies compétences. Deuxième biais, c'est ce que tu évoquais, c'est l'hyper-usage des modèles. C'est-à-dire
on considère que tout le monde est un peu pareil, tout le monde est remplaçable, qu'il y a une sorte de taylorisation, y compris dans les rapports humains, et que on n'a pas à s'ajuster au réel. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui doit devenir le modèle d'équipe que le manager a en tête. Donc vous êtes prié de tous vous transformer pour être non pas ce que vous êtes profondément, mais ce que j'attends de vous que vous soyez. Ça, c'est un biais puissant, c'est-à-dire je refuse de poser un diagnostic au cas par cas et je traite tout le monde de la même manière en fonction du modèle qui m'arrange. Et Belbin vient casser ça. Parce que d'abord, Belbin prend en compte les spécificités personnelles. Donc, il nous amène à faire un diagnostic casuistique. Quelles sont les préférences profondes des personnes pour tel ou tel rôle? Et ensuite, Belbin nous apprend, une fois qu'on a posé un diagnostic assez éclairé, à organiser les complémentarités dans un but de création de valeur ajoutée collective. D'une certaine manière, Belbin est un outil de compréhension du monde, de l'équipe en tout cas extrêmement puissant, parce qu'il nous amène à organiser la composition et à sortir de l'opposition. Mais ça, cette capacité à partir du réel, c'est-à-dire à partir de ce que sont les collaborateurs, prenons l'exemple d'un CODIR. Dans un CODIR, vous avez 8 personnes, vous avez 8 PFH différents. Reprécise le PFH. Le putain de facteur humain. Et je cite Hubert Reeves. Je ne me perdrai pas de dire un gros mot comme ça à l'antenne. Nous sommes mondialement suivis, donc quand même, ce serait très mauvais pour ma réputation. Non, il disait ça, en fait, parce que c'est un militant écologique, et il disait qu'on a beau tous savoir qu'on va dans le mur, tout le monde est d'accord pour pas y aller, mais à son niveau, on continue à ne rien changer. Et il disait, ça, c'est le putain de facteur humain, vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Et ça marche très bien dans le monde. C'est comme ça, c'est important. Qui est l'invité. Il faut faire avec des choses. C'est ainsi. Il faut composer et faire je rebondis de côté, vous avez encore une personne. Il faut s'ajuster. De manière de prendre des moyens du corps. D'abord, en ayant un bon diagnostic des forces, des préférences de chacun. Ça, c'est bien sûr les rôles. 2, et pour moi, ça a été une grande découverte dans Belbin, c'est 2, en comprenant qu'on n'est pas obligé d'avoir une personne par rôle, que ce qui est important, c'est que les rôles soient tenus, mais pas qu'il y ait une personne par rôle, ce qui permet, d'une certaine manière, de lever certains freins, en disant, bah oui, mais on n'est pas assez pour tout. Non, non. Donc, on fait un bon diagnostic, on comprend la nécessité d'avoir des rôles, et la troisième chose, c'est que Belbin permet cette composition, c'est-à-dire cette capacité à tirer le meilleur des différences. Et ce sera peut-être pas ma conclusion, non, en tout cas sur cette partie, sur quoi je finirai. Et la complexité nous impose à nous nourrir de la diversité. Tout ce qu'on entend, vous savez, sur la diversité, l'inclusion, la D&I, le DI, etc., c'est logique. À partir du moment où nous sommes passés dans une époque complexe, on n'a pas d'autre choix que d'aborder la complexité par la reconnaissance des diversités légitimes. Autrement dit, l'autre a le droit d'exister, y compris quand il n'est pas moi. Et moi, je n'ai pas le droit de lui en vouloir de ne pas être moi. Donc, faisant le constat de ces diversités, faisant le constat de la nécessité d'avoir des rôles occupés dans des équipes, eh bien, nous devons traiter cette diversité par l'acceptation de la différence et transformer ces différences en vraie richesse. Et c'est en ça que Belbin me semble un outil de compréhension et de management très important. Merci Arnaud, c'était limpide.
je vous Alors, il y en a quelques-uns qui sont arrivés en cours à Vanessa, son ordinateur qui a explosé en vol. Mais malgré cette complexité du putain facteur humain, ce que je vous propose, c'est n'hésitez pas à poser vos questions, à interagir. C'est le moment. Arnaud peut passer 2 jours à parler de ça. Donc, il y a plein de choses où on peut ouvrir et tirer des pelotes, justement, hein, sans casser tout le propos qui vient d'être posé et proposé par Arnaud. Donc je vous recommande à prendre le micro et à poser vos questions. D'accord. Marion, Marion, vas-y. Bonjour, désolée, je suis arrivée un petit peu en retard, mais j'ai pris au vol. Moi, plus qu'une question, c'est un témoignage rapide, hein, je ne vais pas prendre l'antenne trop longtemps, mais il y a un truc qui m'a vachement parlé, c'est les 2 biais du management, et notamment le premier, sur la progression, le fait que voilà, si on est bon dans son travail, ben, on va progresser, devenir manager. Et moi, mon expérience, en fait, je l'ai mieux comprise, enfin, mon expérience passée dans une structure culturelle qui s'est terminée par un épuisement professionnel et du coup un départ en reconversion parce que j'en pouvais plus. J'ai compris à la fois en faisant la certification Belbin et mon profil pourquoi en fait j'étais pas bien dans ce rôle de manager. Et là, ce que vous dites, du coup, ça résonne vachement. Moi, j'étais une super relation publique de terrain. Je suis un profil organisateur. Voilà, j'ai besoin d'être dans l'action, etc. En devenant manager, en fait, on m'a éloignée du terrain. J'ai passé ma vie en réunion, dans des réunions où on était sur de la réflexion tout le temps, de la stratégie, etc., ce qui ne me correspondait pas et ce qui m'a épuisée et mis en grande difficulté, en fait, parce que voilà, c'était pas moi, en fait. Et ça, je ne l'ai pas compris sur le moment. Ça a été vraiment difficile pour moi d'admettre qu'il fallait que je m'en aille parce que j'en pouvais plus. Mais aujourd'hui, ça m'éclaire vachement et du coup, je trouve ça, la certification Belbin, elle m'a fait beaucoup de bien par rapport à ça. La reconnaissance de voilà ce que j'étais vraiment et là où je suis bonne et là où je suis bien. Et voilà. Alors, et c'est pas en manager d'équipe en faisant de la stratégie toute la journée. alors, certaines entreprises, pardon Richard, très vite, c'était pour témoigner. Certaines entreprises, les grandes entreprises, commencent à organiser des parcours de développement non managériaux pour permettre justement à des personnes très à l'aise dans l'exercice de leur métier, donc de leurs compétences, de faire carrière dans l'entreprise sans devoir se dérouter vers le management. Ça commence, il y a de l'espoir. C'est le cas d'ailleurs, Arnaud, si tu t'en souviens, chez Technip, dans lesquels ils ont un parcours, mais c'est à la limite un peu plus simple, parce que la conscience ayant besoin de contraste, dans une organisation où il y a des grands spécialistes, comme des boîtes comme celle-là, en ingénierie, etc., avoir des ingénieurs extrêmement pointus, c'est plus simple de leur trouver, de leur fabriquer un espace, malgré le fait, et c'était aussi ça qui est intéressant dans ce type d'organisation, malgré le fait qu'ils soient structurés par une causalité rationaliste moderne et pas du tout postmoderne. Richard, tu voulais prendre la parole? Ça tombe bien, en fait, je voulais donner l'exemple parce que moi, je suis passé dans une structure qui, d'un point de vue managériel, était au top à une époque. Ça a bien changé depuis. C'était General Electric. Et en 2020, il y a 20 ans, en 2006, il y avait déjà des parcours spécifiques pour les experts avec des degrés d'ingénieur en chef, master, et avec des niveaux salariaux qui étaient équivalents, peut-être pas au niveau managérial, voilà, tel qu'on pouvait aller jusqu'au top management, mais qui pouvait être dans une carrière de cadre assez important. Et c'est vrai que c'est plus facile dans des compagnies où on voit une expertise technique un peu. Et en même temps, je me dis que sur des sujets, et j'aime bien ce que tu... Bon, je tutoie souvent. Hein. Aucun problème. Que sur la partie comptabilité, de la même façon, il peut y avoir de l'expertise. Là, je suis en train d'accompagner une structure, ils ont besoin d'expertise sur du droit public. Et il n'y a pas besoin d'être avocat ou spécialiste juriste, ils ont besoin en fait des compétences d'une expérience, d'une appétence pour la mémorisation, voilà, et de pouvoir les reconnaître. Parce que sinon, à un moment donné, ces gens-là,
effectivement, on va leur proposer des postes de manager, ils vont se déconnecter. Et c'est aussi en fait une méconnaissance d'un rôle de manager ou coordinateur. En fait, c'est ça où je trouve que c'est intéressant vis-à-vis de Belbin, c'est qu'en fait le manager, voilà, il est là pour propulser, il est là pour coordonner, mais souvent on l'attend sur l'expertise. On dit, moi, mon manager, il n'est pas suffisamment expert, j'ai pas de soutien technique. Et en fait, on se trompe de rôle, on se trompe de quel est le fait, l'animation d'équipe, c'est quoi le rôle principal d'un animateur d'équipe? Est-ce que c'est de fournir de l'expertise ou est-ce que c'est de pouvoir développer, d'harmoniser son équipe, etc. Donc il y a vraiment une prise de conscience qui peut se prendre avec Belbin sur c'est quoi les vraies fonctions en fait. Quels sont les rôles qui sont à tenir dans chaque poste qui sont distribués dans une structure. Voilà. Alors, merci beaucoup de ce témoignage, Richard. Moi, je suis tout à fait en phase avec toi. Et si on parle de l'expert, il faut vraiment voir l'expert comme une sorte de, comment dirais-je, de produit d'un passé révolu, celui où on progressait dans le travail à force de détention d'informations que les autres n'avaient pas, ce qui était vrai aussi à l'université d'ailleurs. Je suis sachant parce que vous ne savez pas et seul en passant par moi, vous avez les moyens d'apprendre. Ou dans l'entreprise, je suis expert parce que je sais faire des choses que tu ne sais pas faire. Et on voit que pour le management, aujourd'hui, on n'est plus dans cet ordre-là. Et que les mots qu'on va convoquer sont les mots de l'animation, de la régulation, des relations interpersonnelles, de la capacité à faire travailler des équipes ensemble, bref, à organiser les rôles. Et pour autant, ici, on est en public convaincu, d'une certaine manière. Je suis sûr qu'il y a pas beaucoup de gens parmi nous qui sont opposés à ça. Mais alors, en formation continue, où j'imagine dans les entreprises que vous pouvez accompagner, on le trouve souvent. C'est-à-dire que cette idée que je ne peux pas être légitime en tant que manager si je ne suis pas capable de faire mieux que mes collaborateurs. Ce qui est terrible. Ce qui est tout d'abord impossible. Et inversement, et c'est ce que disait aussi, et inversement, c'est-à-dire que tu ne peux pas être légitime comme manager de la part voilà, de ceux qui vont être managés si la personne n'a pas un savoir et qu'elle ne peut pas rentrer dans un rapport de force, finalement. Alors, voilà, d'où l'intérêt des rôles de Belbin, c'est de rappeler que il faut tout pour faire un monde, d'une certaine manière. On devrait dire Arnold de Willy. C'est une référence de boomer, ça. Non, mais moi, je trouve que c'est ça l'intérêt de Belbin. C'est de montrer ce que disait Richard, c'est que on a besoin de plein de compétences différentes, de savoir-faire, et que on ne peut pas tout concentrer sur une seule personne. C'est devenu impossible parce que la complexité de la famille. Est-ce que d'autres personnes veulent nous poser des questions? Moi, j'aurais bien entendu. Alors, je ne vois pas de grande différence, mais Ariane, toi en Suisse, est-ce que ce que tu vois chez tes clients ou chez les managers que tu accompagnes, et où est-ce qu'on met la conscience par rapport à ses besoins? Alors, je dirais que c'est très variable. Il y a encore cet ancien modèle où il faut être expert du domaine qu'on gère. Mais en tout cas, chez les plus jeunes, j'ai l'impression que ça se modifie. Ils sont plus à l'aise dans cette agilité, et puis pour pouvoir gérer des équipes où ils n'ont pas forcément toute l'expertise. Mais ça va dépendre aussi les domaines d'activité. Dans l'informatique, ils sont assez rodés là-dessus, déjà à ce modèle. Mais puis après, ça dépend les services. Mais je ne sais pas chez vous en France, mais nous, je suis dans des administrations publiques et il y en a plusieurs qui sont en phase de restrictions budgétaires, donc ça génère énormément d'insécurité. Et puis les demandes qu'il y a, c'est comment arriver à maintenir la motivation de l'équipe alors qu'il y a beaucoup de moyens. C'est même des enjeux qu'on a. Alors oui, les rôles en équipe peuvent être très utiles. Mais en fait, l'enjeu qu'il y a, c'est que si les cadres sont insécurisés, ils insécurisent leurs collaborateurs. Donc, c'est déjà comment rassurer les cadres, eux, pour qu'eux-mêmes puissent en fait… être modélisant. Exactement. Ouais, c'est ça un peu les enjeux de ce côté. Oui, mais là encore, tu rencontres quoi, toi, Arnaud? Pardon?
Non, justement, c'était. Vas-y, je t'en prie. Non, mais je trouve que c'est super intéressant comme témoignage. Merci beaucoup, Ariane. La difficulté qu'on rencontre, que moi je rencontre, que ce soit auprès de dirigeants ou auprès de managers, c'est d'arriver à les convaincre que leur rôle en tant que manager est beaucoup plus important que ce qu'ils pensent dans l'engagement. Et que dans les leviers d'engagement de leurs collaborateurs, 80% tient dans leur qualité de management, dans la Ouais. reconnaissance, dans l'écoute, dans leur posture, etc. Et que, par exemple, on a plein d'études, hein, que ce soit de l'ANACT, de la Fabrique Spinoza, enfin, tout est convergent sur le fait que dans les sources de l'engagement, il y a la capacité à donner du sens au travail, il y a la reconnaissance, il y a le soutien, il y a toute la théorie des sciences de gestion sur le soutien organisationnel perçu, le job satisfaction, le drafting, enfin, rien, tout est aligné du point de vue théorique et du point de vue des enquêtes, mais malgré tout, les managers continuent à préférer nier plutôt que de se mettre en danger. Et quand on leur dit 80% des gens partent d'abord parce qu'ils quittent leur manager, ils disent non, c'est pas vrai. Non, c'est le salaire. Mais non, on le sait bien, c'est pas vrai. Mais il y a ces refus, ce sont des vrais biais cognitifs en fait, hein, qui sont très difficiles à lever. C'est pour ça Ouais. que l'engagement, c'est pas une question de moyens, financiers en tout cas. Mais Non. pour beaucoup de managers, c'est plus confortable dans le sens où ils ne se mettent pas en danger en acceptant de regarder en face une réalité qui est non pas culpabilisante, mais qui est engageante pour eux. Et là Oui. encore, la théorie des rôles est intéressante parce qu'il ne s'agit pas de mettre une pression, il s'agit d'attribuer en fait, au contraire, une part, je dirais, quasiment collective de responsabilité managériale. Donc c'est très rassurant en fait. Mais ils m'ont demandé de faire un cours. J'avais fait un cours l'année passée sur manager par les valeurs, sens et exemplarité. Puis ils m'ont demandé de le modifier. Puis j'ai maintenu belle mine. Donc je me réjouis de voir ce que ça va donner euh, pour qu'ils puissent voir sur comment optimiser en fait, même avec des ressources moindres. Mais souvent, et puis je sais pas si c'est en Suisse, mais les gens ont quand même eu l'habitude de vivre avec un certain confort. Et du coup, moi, je pense que ça peut aussi donner lieu à de la créativité, de la recherche de solutions, puis comment on optimise l'utilisation des compétences de chacun. Je pense que c'est justement une jolie opportunité. Ouais. Alors ça nourrit probablement ton rôle de concepteur, Ariane, mais on peut imaginer des gens qui seraient moins fans de cette polarité-là comportementale. Je voudrais bien écouter justement quand on regarde là, parce qu'on a la chance d'avoir Jessica qui est en Belgique et Raymond qui est au Liban. Raymond, en quoi ça te parle, toi, et en quoi c'est aligné ou pas avec ce qui se passe au Levant actuellement? Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Ah, très bien. Merci d'abord pour cette petite conférence, c'était génial. Chez nous, le mode émotionnel est toujours activé. Et dans des grandes entreprises, on trouve facilement cette transition, surtout avec les nouveaux DRH, avec cette mode des DRH. Mais je ne dis pas que ça réussit toujours, surtout que le mode émotionnel est toujours activé, c'est activé 24 heures sur 24 heures. Mais dans notre société libanaise, c'est facile. C'est très compréhensif, ok? On ne réussit pas toujours, mais dans les autres contextes arabes, c'est beaucoup plus difficile. Ok, super. Et j'attends la vidéo que vous allez envoyer pour Réécouter, réimaginer et faire les liens sur comment. Mais- Ouais. je crois que il y a une théorie de rhizome, ou bien c'est la même, je crois, que j'ai lu il y a beaucoup de temps. Alors le rhizome, c'est de la philosophie, si on ne se trompe Et- pas, hein. C'est Deleuze et Guattari, non? C'est ça? C'est lié en relation, non? Non, alors rhizome au départ, le rhizome, alors, je ne sais pas comment tu l'as lu et comment ça a été vu, mais au départ le rhizome c'est les philosophes français des années 60-70 qui sont Deleuze et Guattari, qui expliquent en fait comment il y a quelque chose qui est sous le niveau de l'observabilité
et donc qui se tisse et qui va croître en dessous d'un niveau de perceptibilité pour ensuite se transformer et apparaître. Donc, je ne sais pas en quoi ça t'a Je sais pas. ça t'a parlé, mais bon, en tous les cas, Je vais revoir la théorie. Oui. super, merci Raymond. Moi, je la connaissais pas, donc je peux pas te répondre. Mais en tout cas, merci beaucoup Raymond, ce témoignage. Moi, je trouve ça très, très riche de pouvoir partager nos observations culturelles. Et c'est vrai que quand on fait du management interculturel, parce que là, on a pris la complexité intergénérationnelle, on peut parler de la complexité interculturelle aujourd'hui, peut-être intercultuelle demain. Et quand on fait de l'interculturel, le rapport à l'émotion est toujours testé, que ce soit dans les modèles de Trontenard, de Hofstede ou de Erin Meyer, peu importe, les grandes écoles du management interculturel, il y a toujours ce lien, cette distanciation qu'on met par rapport à l'émotion. Et en effet, tu as parfaitement raison, Raymond, de le rappeler, dans les cultures où on a une vraie attitude d'évidence avec l'expression de l'émotion, la difficulté vient plus de la capacité à savoir gérer l'émotion sans s'y soumettre. Ouais. Alors que dans les pays qui sont au contraire à distance forte de l'émotion, la difficulté, ça va être d'accepter de traiter l'émotion. Donc c'est très intéressant de voir où on se retrouve sur le curseur entre nier l'émotion et totalement s'y soumettre. Passionnant, super passionnant. Jessica, en Belgique, vous êtes sur la négation de l'émotion ou la soumission à l'émotion? Là est toute la question. Mais nous, pareil, en Belgique, je rejoins un petit peu Ariane sur ce qu'elle a dit. Donc, on a des soucis aussi. On essaie d'optimiser les ressources chez nous pour des raisons budgétaires également. Donc, au niveau ressources budgétaires, c'est un petit peu un moment difficile ici, en tout cas chez nous au sein de la région Bruxelles-Capitale. Ouais, il faudrait juste préciser qu'en fait, tu travailles au sein de ce qu'on appelle le SPRB, c'est-à-dire le service public du Grand Bruxelles. Du Grand Bruxelles, c'est ça. Et donc pareil, donc nous aussi c'est un petit peu complexe à ce niveau-là. On est en train de travailler très fort sur l'optimisation des ressources et donc voilà. Petit à petit, on voit ça. Et je reviens aussi sur le souci intergénérationnel, donc la difficulté à manager des personnes, comment je vais dire, on les appelle nous les anciens managers et les nouveaux managers. Ben, on voit ça aussi. Enfin, moi, j'accompagne des équipes dans tous les domaines et c'est quelque chose qui revient très, très, très souvent. Les problèmes d'incompréhension entre les managers, les anciens et les nouveaux qui commencent. Enfin, donc, voilà, c'est quelque chose qui me parle vraiment, ce que vous dites là pour l'instant pendant Jusqu'à maintenant, tout va bien. Jusqu'à maintenant, ouais. C'est très intéressant. Si je peux me permettre de réagir, Jessica, moi c'est une problématique que j'ai beaucoup avec les entreprises et j'ai évidemment pas de solution. C'est-à-dire que s'il y avait des solutions magiques, ça se saurait. Hein, s'il y avait un Zorro ou un Superman du management intergénérationnel, on serait au courant. Il n'y en a pas. Et donc là, le conseil que je donne à mon manager, c'est parlez-en. Vous ne voyez pas les choses de la même manière, parlez-en. Voilà. Mais c'est ce qu'on dit. Et donc, quand on a des accompagnements comme ça au sein des équipes intergénérationnelles, c'est que voilà, il n'y a pas un style de management qui est mieux que l'autre. Hein. Donc, à l'époque, il y avait des choses très bien et les nouvelles façons de manager maintenant sont aussi très bien. Et on essaye que chacun apporte. C'est une richesse finalement d'avoir peut-être des choses de l'époque et maintenant. Et donc, on essaie de déposer tout ça ensemble et de prendre ce qui nous intéresse et ce qui serait utile. Et donc, effectivement, solution, on n'en a pas trouvé jusqu'à présent. Mais bon, voilà, autant. C'est une richesse, moi, je pense. On peut apprendre des deux méthodes. Oui, et je crois vraiment que la clé d'entrée de la construction de la solution, c'est accepter d'envisager la coexistence de modèles de représentation du monde différents. Et ne pas juger, ne pas être dans la condamnation d'un modèle qui n'est pas le sien. Et au contraire, moi, il y a une notion que j'utilise beaucoup, on en parlait avec Bertrand en se remémorant nos souvenirs d'étudiants à Sciences Po. Moi, je crois beaucoup à la notion de pacte.
autant le contrat est vertical et donc on peut, par un contrat, organiser un lien de subordination. Autant dans une équipe, il faut accepter de réfléchir en horizontalité et donc des impacts social plutôt qu'un contrat d'entreprise. Et ce qui va se passer dans telle équipe, imaginons que nous soyons une communauté managériale, peut-être que Raymond va devoir organiser son équipe avec un pacte qui ne sera pas le même que celui qui va naître de la réflexion et de la construction collective de l'équipe d'Ariane, ou de la vôtre, ou de celle d'Agathe, etc. Et le premier temps, c'est parlons-en. Parlons-en en acceptant de renoncer à nos présupposés modèles vertueux et construisons ensemble, sur la base d'un pacte, un modèle qui va nous convenir à tous. Et bien tous les sûr, cas, attends, juste un truc, Bertrand, non, c'est juste pour finir, et bien sûr, dans ces cas-là, le rôle du manager est un rôle d'animation et de défense du non négociable. C'est-à-dire qu'on définit d'abord ce à quoi on ne touchera pas, et ensuite, tout est possible. Et ce qui est super intéressant, c'est que justement, dans cette complexité et ce bazar, l'intérêt justement de trouver des rôles qui sont négociables, et c'est malgré cette complexité, quand même réussir à trouver une place. Parce qu'en fait, c'est un enjeu central, c'est quelle est ma place dans ce bordel? Et ma valeur ajoutée. Et ma valeur ajoutée, bien entendu. Dans les identités multiples, qui peuvent être managériales, qui peuvent être d'expertise, qui peuvent être de plein d'entrées différentes. Richard, tu voulais dire quelque chose? Voilà. Oui, je voulais réagir sur ce que venait de dire Arnaud, et aussi de faire le lien avec Belbin. On a appris qu'en termes de taille d'équipe, on était plutôt sur une taille qui était plutôt de 6-7 personnes. Hein, et donc, à un moment donné, dans une organisation, une entreprise, à un moment donné, ce pacte social ou ce pacte, entre guillemets, de dans quelle direction je dois aller, hein, quelle est mon intention en tant qu'équipe, quels sont mes objectifs, quelles sont mes valeurs, quels sont ce que je fais, moi, quand j'accompagne les structures associatives, c'est quoi mon projet associatif, c'est quoi mon intention, pourquoi on est là, quelles sont les valeurs que je partage. On peut le décliner, en fait, d'une entreprise, mais aussi jusqu'au service, jusqu'à la taille de l'équipe. Et c'est ce pacte social, entre guillemets, ou cette intention, ce projet, en fait, cette déclinaison, qui est intéressante de bâtir ensemble pour arriver à faire qu'elle puisse être le ciment et le sens qui va obtenir et qui va, entre guillemets, générer l'engagement. Donc je trouve que c'est intéressant de pouvoir le remettre dans une forme de management, parce que le manager, c'est lui qui doit, entre guillemets, établir ce ciment et qui doit justement veiller à ce que cette ligne directrice, ce cap-là, soit bien clair, partagé, validé, ajusté aux différents membres qui viennent d'arriver, hein, sans être, entre guillemets, en remettre tout en cause, parce que justement, ça peut se faire sous une forme de prise de décision collective qui fait que personne ne va prendre le pouvoir sur quelqu'un. Mais je trouve que cette déclinaison entre le projet d'entreprise, la raison d'être, ben, il a toute sa naturellement, il est nécessaire qu'il puisse se décliner au niveau de chaque équipe et que ça puisse faire l'objet d'un travail de cohésion d'équipe. Voilà. Est-ce que justement dans ce parcours-là, Arnaud, on peut avoir ton regard, parce que moi je le vois très régulièrement dans les animations que je fais, il y a plein de boîtes dans lesquelles il y a une charte des valeurs, il y a même il y a des posters qui expliquent les valeurs de l'entreprise et comment ils s'incarnent. Puis quand on rentre dans tel ou tel, alors bien entendu, plus l'organisation est grosse et plus ça va apparaître ce type de problématique, et puis on va se rendre compte qu'en fait entre les valeurs affichées, les valeurs vécues, il peut y avoir un hiatus. Et qu'un des enjeux, c'est justement de pouvoir faire dialoguer les deux, et en tous les cas, de ne pas invisibiliser les valeurs de l'équipe qui ont comment j'allais dire, qui sont structurantes pour la qualité de l'engagement, déjà, et de faire en sorte où tu mets le curseur du non négociable, justement, là-dessus, entre les valeurs qui peuvent être affichées par l'entreprise et puis des valeurs qui sont vécues par une équipe et qui peuvent être, alors sans qu'elles soient complètement disjointes, en tous les cas sur lesquelles on peut ne pas être dans les mêmes univers.
Le curseur, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'antagonisme. Mm. Moi, j'aime bien l'image qu'a pris Richard, c'est-à-dire qu'un pacte social, un projet d'entreprise ou un projet associatif, ça se décline. C'est-à-dire que chacun, d'une certaine manière, doit participer, doit contribuer au service du pacte, du projet ou des valeurs. Le problème, c'est la dissonance cognitive, c'est-à-dire dans les entreprises dont tu parles, pardon, que tu évoques, c'est bien d'avoir des valeurs affichées. Enfin, si elles ne sont pas incarnées, si elles ne sont pas vérifiées au quotidien, l'effet psychologique est terrible. C'est ce que dit Brené Brown depuis des années, en expliquant ça Ah, même sur sur les sociétés non, politiques, etc., etc. mais pour autant, une fois qu'on a conscience de ce piège, je crois qu'il faut aller sur la construction ou l'appropriation de ces valeurs collectives parce que on a parlé tout à l'heure du management intergénérationnel en disant il y a des choses qui distinguent, il y a un rapport au travail qui n'est pas le même, bien sûr, mais il y a aussi un invariant générationnel. Il y a quand même quelque chose qui touche toutes les générations. Et cet invariant générationnel, ce n'est pas le but du propos aujourd'hui, mais cet invariant générationnel, c'est le sens de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on soit boomer, X, Y ou Z, nous avons tous besoin de savoir pourquoi on fait les choses. Alors évidemment, quand on a une valeur travail qui est très puissante, ce besoin de sens est en partie comblé par la valeur travail elle-même. Et quand la valeur travail recule, on rentre en quête de sens, puisque le fait de travailler ne suffit pas à donner du sens à sa vie, si je puis dire. Donc, cet invariant générationnel, c'est la capacité que nous allons avoir avec nos modèles différents, capacité que nous allons avoir à trouver du sens à ce que l'on fait. C'est le sens du travail au quotidien, c'est le sens du travail en général, c'est-à-dire comprendre les raisons pour lesquelles nous sommes ensemble pour faire entreprise. Et petit truc que je vous livre parce que je taquine beaucoup mes managers et dirigeants avec ça. En France, dans le droit, les choses sont ainsi faites qu'il n'y a quasiment pas d'entreprise. Le nombre d'entreprises en France, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Enfin, il y a un très grand nombre d'entreprises, mais il y a très peu de gens qui travaillent dans les entreprises. Et évidemment, vous avez compris l'idée, je joue avec le statut juridique. En France, la plupart des entreprises sont des sociétés. Et pourtant, elles se disent entreprises. En fait, tout ça pour vous dire, je les provoque en disant, vous croyez travailler dans une entreprise, c'est pas vrai. Mais peut-être que vous faites entreprise dans la société qui vous emploie. Le faire entreprise, c'est d'abord un imaginaire collectif et social avant d'être une réalité juridique. Autrement dit, l'invariant générationnel, c'est comprendre ce pourquoi on fait entreprise. Et pour ce travail-là, non seulement un travail sur les valeurs, sur le non négociable, mais également une réflexion sur la valeur ajoutée de chacun à travers le rôle qu'il va jouer dans l'équipe, me semble tout à fait inévitable. Magnifique. Est-ce que dans ceux qui ont réussi à surmonter les crises d'ordinateur, etc., vous avez d'autres réactions, émotions, distanciation de l'émotion, suradaptation à l'émotion? Non? Comment tu le vois justement? Moi, j'aurais une question par rapport à ça, Marion. Dans les domaines que tu as l'habitude d'accompagner, entre autres toujours dans le culturel, où l'émotion est autorisée, même elle est valorisée, comment justement faire pour ne pas succomber? Parce que je pense que, bien sûr, il y a les cultures. Alors, c'est sûr que chez les Japonais, ça va être plus compliqué peut-être qu'au Liban, ce dialogue avec sa propre émotion, mais il y a aussi des univers, et on voit bien que pour l'avoir accompagné dans les univers culturels, ne pas être soumis à l'émotion, ça peut être un vrai sujet. Et la distanciation avec ça peut être un vrai sujet. Ça te parle comment, Marion? Moi, ça résonne plus avec affectif, l'affectif. Je trouve que dans le culturel, il y a beaucoup d'affectif dans les relations et du coup, ça peut fausser les rapports professionnels. Je ne sais pas si c'est l'émotion. Moi, je pense que l'émotion n'est pas plus autorisée qu'ailleurs, hein, que dans les autres entreprises. Je ne sais pas. Elle est autorisée dans les salles de spectacle, dans les salles d'expo, etc.
Mais au bureau, quand on est en travail, en préparation de tout ça, on est comme dans les autres entreprises. Hein. Et je ne suis pas sûre que l'émotion soit plus acceptée qu'ailleurs. Ouais. Richard, je vois que tu as envie de réagir. Oui, parce que je bisse à tout ça, parce que je pense qu'effectivement, un des biais problématiques, quels que soient les domaines dans lesquels on se trouve en France, c'est la capacité à accepter nos émotions et accepter l'émotion de l'autre et de pouvoir, entre guillemets, en faire quelque chose. Donc on est plutôt dans une tendance d'étouffement et pareil, d'éruption, quoi. Donc, et le problème, c'est de gérer les éruptions, quoi. Donc c'est vraiment une culture de l'émotion qui est à redévelopper, qui se fait par des processus qui sont connus sûrement par beaucoup, comme la communication non violente, mais qui doivent être appris, qui ne sont pas appris à l'école, notamment, ni chez nos parents. Voilà. Alors, qui commence à être... En fait, Richard, le truc, c'est que moi, je suis d'accord avec vous deux, évidemment. Je vous fais juste remarquer que l'émergence de la prise en compte de l'émotion, du développement personnel, etc., correspond quasiment exactement au passage de la modernité à la postmodernité, c'est-à-dire à la fin des années 60-70. Goldman, de Ryan, etc. Et en fait, c'est, je crois, une preuve épiphénoménale de ce changement de système de valeurs, où dans l'époque moderne, le rationalisme faisait que nous sommes des êtres raisonnables, pas question de se laisser gagner par l'émotion, hein, poker face à chaque étape, et donc nous repoussons l'émotion pour rester maître de notre raison. Et quand on change de logiciel et qu'on dit mais non, il nous faut évidemment de l'intelligence émotionnelle, à ce moment-là, c'est parce qu'on a changé de monde. Autrement dit, on a réautorisé le droit à l'enchantement. Et donc, pour te rassurer ou pour témoigner, aujourd'hui, dans la plupart des écoles que je connais, non, on forme les gamins au développement personnel, à l'intelligence émotionnelle, à la communication non violente, à la psychologie positive. Donc, heureusement, on y est, mais ça va mettre un peu de temps que ça arrive dans les entreprises à des postes de management. Donc, il faut faire à la fois un travail sur les futures générations, c'est ce qu'on fait nous en école ou à l'université, et en même temps, il faut faire un travail sur les managers déjà en place en disant, bon, ce qui est compliqué pour vous, c'est que les valeurs avec lesquelles vous avez fait carrière sont plus celles avec lesquelles vous devez manager maintenant. Donc, il va falloir accepter une petite révision conceptuelle. Et ça, c'est douloureux. Un grand merci Arnaud. Il est 14h. Ce que je vous propose, c'est quand même de faire une déclusion et que chacun prenne la parole et nous dise où il est là après ce petit voyage d'une heure en 3 mots. Voilà. Ceux qui veut prendre la parole, c'est parti. Bon, en 3 mots, merci et nourrissant. Merci Richard. Oui, moi pareil, merci et très intéressant. Merci Jessica. Moi, merci et résonnant. Alors, ça résonne. D'accord, super. Merci Marion. Merci, c'est éclaircissant. Merci Raymond. Et moi, merci, c'est très enrichissant et c'est rassurant aussi. Super, merci beaucoup Ariane. Agathe, tu nous connais, mais tu peux parler. T'as ton micro qui est coupé. Oui, je sais. Non, c'est à approfondir. Ça, j'ai plein de. T'as plein de questions. Non, j'ai pas plein de questions. Il faut que je réécoute ça, mais je pensais surtout le parallélisme avec Manon, voilà, pour ses futures études, etc. Enfin, moi, c'est avec tes enfants. Voilà. Mais non, mais cette espèce de management qui effectivement est pas toujours bon, etc. Et où, comme disait Arnaud au début, ils savent pas se remettre en cause, ils sont ancrés dans leur truc, c'est pas ma faute, c'est la tienne. Enfin voilà. Et puis je pense qu'on est en plus à une espèce de milieu de génération ou de façon de travailler qui commence à s'interchoquer et qui l'une commence à prendre le dessus sur l'autre. Il y en a une autre qui arrive. Et tout ça fait que chacun arrive un peu avec ses outils et ses trucs et il faut mettre tout ça en accord. Donc, c'est intéressant de pouvoir avoir des outils et des choses comme ça ou d'avoir des gens autour de soi qui ont des approches différentes pour pouvoir compléter un peu ces problématiques.
Donc, je trouve ça hyper intéressant. Merci Agathe. Et voilà. Vanessa, je ne sais pas si ton ordinateur ayant explosé en vol, tu nous entends toujours. Est-ce que tu veux prendre la parole si tu nous entends? Non, elle est dans le grand vide galactique de l'informatique qui a explosé en vol. Bon. Elle s'est perdue, la pauvre, dans la store de... Ouais. Arnaud? Eh ben moi, merci et j'ai appris, vous m'avez nourri. C'est bien, je suis content de cette belle rencontre. À très bientôt, très bonne journée, très bon week-end à tous et puis à très bientôt Merci. pour de nouvelles aventures. Merci, au revoir. Au revoir.